disais, première règle d'or, tu bois si t'as envie. Oui. Deuxième règle d'or, il n'y a rien pour accrocher les micros. Donc on le tient. Donc tu peux tenir le micro, il n'y a pas de souci. Ouais, mais du coup, c'est une pause, ça va faire du bruit. Ouais, ben sinon tu t'organises pour, tu vois, prendre le micro. Attends, le regard. Et la tasse à café. Tu ne mets pas le micro dans la tasse à café. Ah non. Et la deuxième option, c'est tu fais un nœud. Tu passes le micro dans la ronce. Non, je rigole, c'est pas vrai. Non, bah écoute, au pire des cas, si vraiment il y a un problème technique, tu me dis, je tiens ton micro. Ça marche, très bien. Welcome Blandine. Ouais, merci. Ça fait longtemps que longtemps nous avons planifié cette causerie, que nous l'avons reportée, que nous l'avons re-reportée. Alors d'habitude, les fois où nous nous sommes vus, on a dit qu'on ferait ça dans un café et tout. Bon bref, aujourd'hui, ça se passe chez My Event. Bienvenue chez moi. Merci. Alors, dis-nous tout. Est-ce que tu peux te présenter, nous expliquer de quoi tu vas nous parler aujourd'hui ? Ok, ça marche. Donc moi, je m'appelle Blandine. Du coup, tu le sais, j'ai mon entreprise du coup d'organisation de voyage. Et donc, en fait, je me suis spécialisée dans le voyage de noces. D'où le fait que du coup, on va faire la causerie aujourd'hui, puisque en fait, ça se rattache au mariage. Donc, je travaille notamment avec des wedding planners comme toi pour en fait proposer des voyages de noces à mes clients et leur organiser donc de manière personnalisée leur voyage de noces en créant en fait un carnet de voyage pour pouvoir en fait qu'ils fassent eux-mêmes après leur réservation pour partir et avoir leur meilleur voyage de noces possible. Ok, donc tu les accompagnes. En fait, moi, je fais le travail pendant mariage et toi, tu t'occupes de l'après-mariage, en fait. C'est si ça, j'ai bien exactement. Même de l'avant, pour ceux qui veulent faire des early moon, ça existe aussi. Donc, exact. Avant et après. D'accord, ok. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment tu es tombée dans la marmite ? Qu'est-ce qui t'a donné envie de proposer en fait ce service-là, d'accompagner les mariés pour leur voyage de noces ? Qu'est-ce qui t'a, on va dire, éveillée à cette activité ? Bah écoute, moi du coup, j'ai fait des études qui sont pas du tout dans le rapport du voyage. Ah oui, comme c'est bizarre. On n'est pas nombreux à avoir fait ça. Donc, et en fait, j'ai fait mes études, j'ai arrêté après ma licence. Donc en psychologie, rien à voir. Et je suis partie voyager à l'étranger pendant plusieurs mois. Et en rentrant de ces voyages, c'est mon copain qui m'a dit « Mais t'adores ça, ça se voit d'organiser des voyages. Pourquoi tu te renseignerais pas pour en faire ton métier ?» Et donc en recherchant sur internet, j'ai découvert le métier de travel planner. Donc c'est différent d'une agence de voyage puisque je n'ai pas les mêmes codes APE. J'allais te demander justement quelle est la différence. Donc mis à part le code APE, c'est qu'en fait, du coup, le code APE d'une agence de voyage leur permet de faire les réservations pour les clients. Généralement, en fait, ils achètent quelque chose de déjà fait, entre guillemets, déjà réservé pour ensuite le revendre aux clients. D'accord. Que moi, en fait, je n'ai pas ce droit-là, je n'ai pas le droit de toucher à l'argent. Donc, en fait, je cherche pour les clients tous les bons plans, leur logement, leur vol, etc., etc. Et c'est après à eux de faire leur réservation avec les informations que je leur ai données. Ok, donc si j'ai bien saisi, en fin de compte, tu leur mâches vraiment le travail. Exactement. Et en fait, eux n'ont plus qu'à faire, à poser les réservations et... Tout à fait. Et un peu le même principe que toi en version mariage, puisque du coup, c'est tu ne vrai. fais pas leur réservation à la place. Exact. Si, moi pour le coup, je fais mais tu ne leur payes pas à leur place, si. Ça dépend de chaque wedding planner. Okay. Oui, c'est chaque agence en fait va avoir son fonctionnement. Ouais. C'est sympa d'aborder le sujet aussi. Voilà. Effectivement, il y a des non mais c'est vrai parce que parfois on se se dit tiens, est-ce que toutes les wedding planners fonctionnent de la même façon ? Bah non, là c'est comme toi en fait pour le coup. Alors nous, il n'y a pas forcément de différence on va dire sur les codes APE. Par contre, la différence peut se trouver sur le statut juridique par exemple. Moi de mon côté, si effectivement mes clients quand ils me font confiance au point de me déléguer le budget de leur mariage, ce qui est énorme. D'ailleurs, j'en profite, je le fais pas souvent, mais merci parce que je sais vraiment, j'ai conscience de la confiance énorme qu'il m'offre. Ouais, tout à fait. Et effectivement, de ce fait, c'est moi qui engage. En fait, on choisit ensemble, bien entendu, les prestataires avec mes conseils, mes préconisations, etc. On se fie au budget que mes clients souhaitent déléguer à l'événement aussi, donc au mariage. Et ensuite, je recrute du coup l'équipe de professionnels, de prestataires qui va travailler à mes côtés sur la prestation. Donc voilà, par contre, ça n'empêche pas que les futurs mariés rencontrent leurs prestataires, etc. Sûr. D'autres agences vont fonctionner différemment, n'ont peut-être pas le statut juridique pour pouvoir engager en fait directement les prestataires. Donc eux, par contre, elles,
parce qu'il y a aussi des hommes, hein, tu vois. Les deux. Il y a les deux, vont plutôt faire la proposition, faire les comparatifs, par exemple, d'offres, de budget, etc. Et effectivement, soumettre en fait la proposition aux mariés directement. Et ensuite, contractuellement parlant, ça se passe directement... on va dire des clients aux prestataires. C'est ça. Moi, c'est plus du coup dans ce cas de figure parce que j'ai pas la possibilité. Moi, c'est vraiment du coup, j'offre un panel, on va dire, de prestataires qui correspond au budget et aux attentes des clients, donc que ce soit pour les logements. Par exemple, il y a des clients qui vont préférer partir en hôtel, d'autres en all-inclusif, d'autres en Airbnb. Et donc, je vais proposer un panel dans les critères du client et après, ce sera à eux d'aller vérifier, de checker dans leur carnet de voyage pour choisir celui qu'ils préfèrent et le contacter par la suite. Donc, c'est vraiment du sur-mesure. Hein. C'est pas du préfet, en fait, avec des destinations peut-être que tu vas... que tu vas proposer dès le départ ou des carnets déjà tout faits. C'est vraiment du sur-mesure. Tout à fait. Du coup, j'ai quand même mes destinations phares que j'ai déjà faites notamment. Qui sont On va avoir le Mexique avec le Yucatan, la Guadeloupe, on va avoir la Réunion. Moi, j'en suis originaire, donc je connais bien. Oui, forcément, c'est une destination que tu connais bien. Ok. Que j'affectionne aussi tout particulièrement. L'Europe, l'intégralité de l'Europe que j'ai pas mal sillonnée. On va avoir... j'ai mangé le mot, les États-Unis. Ok. La côte Est notamment. On va avoir après le Sri Lanka que j'ai déjà fait. Après, il y a des destinations qui sont particulières à organiser et que je n'organise pas forcément. Notamment les destinations où il y a besoin des tours opérateurs sur place. Ok, est-ce que tu peux expliquer un petit peu, parce que peut-être, j'essaye de penser aussi aux personnes qui ont peut-être pas l'habitude de voyager, qui n'ont pas forcément le vocabulaire, on va dire, ou le lexique des baroudeurs et des voyageurs, quoi. Du coup, tour opérateur, c'est quelqu'un qui vous accompagne sur place. Ok. Donc, je prends l'exemple du Sri Lanka, par exemple. En fait, c'est un pays où il est très compliqué de circuler. C'est des toutes petites routes. D'accord. Et donc, louer une voiture, c'est pas possible. Louer un scooter, c'est compliqué. Enfin, c'est pas comme en Thaïlande, où en Thaïlande, on peut se déplacer avec un scooter, par exemple. Donc, le Sri Lanka, c'est vraiment plutôt, en fait, souvent des vannes ou des tuk-tuk qui nous déplacent d'un point A à un point B. Et au Sri Lanka, notamment, c'est quand même le plus simple de prendre un tour opérateur. Du coup, qui vous suit tout le long du voyage. Nous, on avait fait 2 semaines et il nous avait suivis tous les jours. Il dormait à un hôtel à côté de chez nous. Ok. Et donc, il y a certaines destinations où c'est quand même plus simple de passer par des tours opérateurs directement. Et donc, moi, forcément, mes services là sont plus limités. Limités. Puisqu'en fait, généralement, les tours opérateurs sur place proposent déjà directement leur service et leur tour. Ok. Donc voilà, il y a certaines pays où il y a des spécificités à respecter et c'est moins simple en tant que travel planner, ça peut se faire, mais voilà. Est-ce qu'il y a des... je me demande, tu vas me dire, Jenny, pourquoi tu penses au pire tout le temps, mais est-ce qu'il y a des destinations que tu ne conseillerais pas ou des destinations qui te semblent alors soit moins intéressantes en fonction de ce qu'on recherche, je suppose, ou alors, que pour des raisons ou d'autres, que tu préconiserais moins? Honnêtement, non. Je pense que toutes les destinations ont leur charme et ça dépend toujours de ce qu'on cherche, forcément. Je ne proposerais pas d'aller à Punta Cana ou d'aller, par exemple, je sais pas, à Madère pour des clients qui rechercheraient de l'aventure, que de la randonnée, du trekking. Okay. Parce que c'est quand même des destinations qui sont plages. Encore que Madère, c'est quand même une destination qui est mixte. Je pense que toute destination a son charme pour toute personne. Forcément, il y a des destinations qui vont plus ou moins plaire aux gens en fonction de s'ils recherchent du culturel, du farniente, de l'aventure, du sportif. Je pense que ce que je conseillerais, c'est de regarder si c'est des zones qui sont tendues ou à risque, on va dire politiquement parlant, de regarder le climat avant de partir. Je sais qu'il y a certaines régions du monde en ce moment qui sont tendues. Par exemple, je prends l'exemple de la Martinique récemment, qui c'était pas forcément le meilleur moment pour y aller avec tout ce qui s'est passé sur place. Pour vous situer, les amis, on est quand même là en juin 2025, donc pour que tu puisses, parce que là on parle de la situation géopolitique un petit peu, donc actuelle. Donc, actuelle, donc pour resituer. Mais l'idée, en tout cas, c'est de bien se renseigner sur ce sujet-là.
Sur la période, en fait, où... d'accord. Après, il y a toujours des contretemps. Hein. Ceux qui avaient réservé leur voyage pour la Martinique, ils l'ont fait bien avant que Sébastien éclate. Oui, c'est clair. Mais il y a quand même des pays, voilà, se renseigner sur les situations actuelles avant de s'y déplacer, même si c'est des pays qui sont magnifiques. Voilà, il y a certains pays, il y a certaines périodes qu'il faut éviter, je pense. Et je rebondis sur ce que tu es en train de dire, c'est hyper intéressant parce que ça veut dire que toi, de ton côté, ton travail, en tout cas, ou une partie de ton travail, ça va être aussi d'être quand même au courant, aux aguets, on va dire, de tout ce qui peut se passer dans le monde en règle générale, finalement. Est-ce qu'il y a des destinations que tu as dû justement annuler ou conseiller à tes clients de privilégier un autre... Non, pas encore. Non, pas encore. Ça t'est pas jamais arrivé. Ben si, du coup, j'ai quand même eu une fois une demande pour le Sri Lanka et j'ai averti qu'en ce moment, ça commençait à aller mieux, mais c'était pas non plus... Voilà. Mais non, interdire une destination à mes clients, encore jamais. D'accord. Oui, interdire entre guillemets. Oui, voilà. On va dire déconseiller. Déconseiller. Donc non, ça m'est jamais arrivé parce que... Dans tous les cas, en fait, j'expose les risques et après, c'est à eux de voir si vraiment ils veulent partir ou pas. Mais généralement, les clients n'ont pas qu'une seule destination en tête. C'est intéressant ça. Alors, comment ça se passe quand ils arrivent? Ils arrivent avec plein de destinations en tête? Oui, ça, mais là, actuellement, par exemple, j'ai des clients qui ne savent pas du tout où ils veulent partir. Okay. Ils ont dû me donner, je pense, une quinzaine de destinations différentes. Waouh 15 destinations. Donc là, mon travail, déjà, en premier, c'est de leur expliquer qu'il faut bien qu'ils définissent leur budget avant leur destination. C'est ça qui C'est intéressant, ça. On ne cesse d'en parler, de ce budget. Hein. C'est quelque chose qui revient tout le temps. Ok. Donc, oui, la première phase, c'est forcément, quand ils ont beaucoup de destinations en tête, de définir d'abord leur budget, puisque c'est ça qui va en éliminer une partie. Typiquement, là, ils avaient 4 000 € de budget et ils m'ont fait chiffrer pour... c'était Hawaï pour 2 semaines. 4 000 € de budget pour Hawaï pour 2 semaines, c'est compliqué. C'est peu. Ouais, c'est peu, étant donné que les billets d'avion sont déjà à 1 500. D'accord. Généralement. En moyenne, on va dire. Donc oui, généralement, ça arrive que des clients arrivent avec beaucoup de destinations. Moi, mon travail, du coup, on commence par poser un budget, voir quelles destinations sont faisables avec ce budget. Et après, on affine en fait en fonction des goûts et des volontés des clients. Des fois, en fait, en leur expliquant ce qu'il y a à faire sur place, il y en a qui vont me dire ben non, il n'y a pas assez de choses à faire. En fait, moi, je veux un peu plus de visites. Et en fait, c'est des destinations qui sont beaucoup farnientes. Là, je prends par exemple Zanzibar, où c'est une destination qui est beaucoup farniente. En fait, les clients voulaient faire que ça et c'est notamment elle qui m'a dit mais non, en fait, moi, j'aime bien visiter, donc peut-être que ça serait pas assez adapté. Donc, en fait, on procède par étapes. D'accord. Budget, après du coup volonté de ce que les clients veulent faire sur place. Oui, les souhaits. Et le profil en fait, leur profil, leurs habitudes leurs aussi. Habitudes, et puis même leur goût en fait, tout simplement, et leurs attentes en fonction de ce qu'ils veulent faire. Et après on affine en fait au fur et à mesure et généralement on finit par tomber sur 2-3 destinations et les clients font leur choix tout simplement. La période aussi peut permettre d'éliminer si des clients veulent partir en juin ou veulent partir en octobre. Okay. Suivant quel endroit du monde c'est, ça peut être différent puisqu'il y a certains pays où on va y avoir la période des moussons, des pluies. D'accord. Et donc, forcément... Tu parles de... Bon, voilà, là, c'est le moment où il va falloir couper la vidéo. Alors, les aléas du non-direct. Voilà. Je vous avais dit, c'est à la maison, je vous le montre pas, mais il y a mon acolyte Doudou derrière. Donc oui, il y a des pays en fait où tout simplement le climat est pas favorable. Par exemple, si je prends l'exemple de la Réunion, là actuellement, en fait, eux ils sont en période à inverser. Donc nous, quand c'est l'été, eux, ça va être l'hiver là-bas et inversement. Donc en fait, l'hiver, le centre de l'île, puisque l'île est en fait c'est un cercle, et on va y avoir les reliefs au milieu, et en fait en été, donc été ici et hiver donc à la Réunion,
Donc l'hiver sur place, les récifs montagneux sont moins accessibles en fait. D'accord. Puisque c'est beaucoup plus embrumé, il va faire plus froid. C'est faisable, mais c'est des conditions qui sont un peu moins bonnes pour tout ce qui est trekking, randonnée. Et donc forcément, il y a des clients qui vont moins aimer partir là-bas, puisqu'en fait, c'est des conditions qui ne sont pas favorables pour leurs activités. On va avoir aussi la période des moussons, donc des pluies. Donc voilà, c'est plein de choses qui sont à prendre en compte. Ah oui, c'est clair, on n'y pense pas forcément, parce que là, tu vois, quand je t'entends, en même temps, dans ma tête, je suis en train de me dire où est-ce que je partirais. Ah non, et là, j'entends me dire non, pas là, ok. Très bien. Donc en fait, voilà, c'est ça qui va faire qu'on va affiner au fur et à mesure budget, la période à laquelle ils souhaitent partir, leurs attentes, et au final on tombe sur 2-3 destinations, ils font leur choix et après on enclenche du coup la recherche plus précise. Donc on passe à peu près de 15 destinations à 3 destinations, ça veut dire que il y a un tri à faire. Il y a un tri à faire, ok. Et alors est-ce que sur les 3 destinations, quelles sont les destinations qui reviennent le plus de ton expérience, bien entendu? Je dirais assez récemment, mais là ça commence à être un peu moins hypé, je trouve, Bali. J'aime beaucoup, qui est une destination phare de 2024, mais je pense que les gens commencent à voir que c'est devenu très touristique et du coup ça a un peu un impact sur place, sur la nature, la faune et la flore. Je pense que ça commence à décliner un petit peu, on en parle un peu moins. On a toujours les classiques, les Maldives, Punta Cana qui sont beaucoup demandés, Tahiti, Hawaï, toutes les destinations qui sont dites paradisiaques. Après, on me demande un peu quand même tout ce qui est Europe. Les gens commencent un peu plus à s'axer sur l'Europe et à prendre en compte qu'on peut partir moins loin sans avoir pourtant des destinations qui sont moins bien entre guillemets. Donc l'Europe commence à... Oui, parce que c'était un petit peu... En fait, ce que tu es en train de dire, c'est que c'était un peu sous-coté, finalement, non ? Oui, d'accord. L'Europe était beaucoup sous-cotée en termes de voyage de noces. Là, par exemple, on m'a demandé un tour d'Europe pour un voyage de noces. Il y a plein de destinations, en fait, qui sont faisables. Tour d'Europe, tu peux nous en dire un petit peu plus ? Qu'est-ce que tu as proposé, du coup, à ce couple ? Tour d'Europe, du coup, après, c'est très large. Tour d'Europe, pour l'instant, c'est un couple que j'ai en devis, donc on n'a pas encore lancé le projet de A à Z. Mais Tour d'Europe, je leur ai proposé, c'est toujours pareil. Après, en fait, là, on n'a pas encore défini ce qu'ils préféraient faire. Mais moi, si je devais leur proposer quelque chose, je proposerais le Portugal, la Grèce. Après, plutôt aller vers tout ce qui est montagne, donc faire la Suisse ou l'Italie, tout ce qui est les Dolomites. C'est très très beau. Après, on va avoir du coup, j'aurais conseillé la Sardaigne ou Majorque pour faire un peu tout ce qui est paradisiaque, on va dire, en Europe. Madère est sympa à faire aussi, c'est une destination qui est très mixte. Et j'aurais terminé par un des pays nordiques, donc la Norvège, la Suède, la Finlande. Surtout en Norvège, c'est pas mal. C'est une destination qui est assez touristique, mais sans trop l'être. Et il y a quand même pas mal de choses à faire là-bas. Mais du coup, c'est des destinations qui, au niveau, alors je pense, au niveau température, météo, sont vraiment à l'opposé. Ouais. Comment on fait des valises dans ce cas-là, parce que non, mais ça peut sembler bête comme question. Je suis désolée si vous trouvez là-haut que c'est une question bête. Il n'y a pas de question bête dans la vie. Mais vraiment, je me dis quand on fait un tour c'est hyper intéressant, un tour de l'Europe dans des pays qui vont être carrément différents en fait en termes de météo au moment où on part. Ouais. Comment est-ce qu'on organise ces valises ? On se renseigne sur la météo au moment où vous partez. On peut être au mois de juillet, août et avoir quand même des températures qui sont agréables dans les pays nordiques et aussi agréables dans les pays du sud. Ça va vraiment dépendre des années. En plus, avec le réchauffement climatique, c'est un peu variable maintenant. Moi, ce que je conseille généralement, c'est de prendre des vêtements qui sont techniques pour les pays du nord. En fait, c'est des vêtements qui vont être faits pour garder la chaleur, si besoin, mais qui sont assez plats et qui prennent peu de place dans une valise. Ce que je conseille aussi en fait à mes clients, c'est de prendre des compartiments à valise. C'est des sacs qui vous permettent de mettre sous vide en fait vos affaires et de pouvoir en prendre plus dans une seule et même valise. Ah oui, c'est une super technique ça. De compartimenter. Donc de mettre les vêtements en sous vide en fait. Oui, c'est ça, de mettre sous vide parce que les vêtements d'été forcément prennent généralement moins de place que les vêtements d'hiver. Mais ça permet de mettre sous vide du coup une grande partie de ces vêtements et d'en mettre plus. Attention quand même au poids.
de la valise finale pour les avions. Ouais, alors ça, c'est bien de le dire parce que tu vois, moi, je crois que j'ai un gros problème avec ça. Quand je voyage. Tu vois, je me disais, là, j'étais en train de me dire, oui, trop bien la technique sous vide. Et là, tu vois, tu as cassé tu as cassé ma joie. Ça permet de gagner de la place, mais ça n'enlève pas le poids en lui-même. Et oui, oui, non, mais c'est logique. Faire attention en fait de peser son bagage avant de partir. Il existe même pour emporter des pèses bagages à la main. Ça s'achète dans les magasins de sport notamment. Pareil pour les organisateurs de bagages, ça s'achète en ligne ou dans les magasins de sport, vous en avez. Donc voilà, moi je conseille de prendre des vêtements techniques donc qui sont moins épais pour les pays froids, on va dire, mais pour autant qu'on peut mettre facilement dans une valise et pour emporter un peu partout. Prendre des locations aussi, on peut laver ses vêtements, ou en tout cas prévoir d'aller à la laverie pour prendre moins de vêtements, mais en prendre du coup de plusieurs sortes et pour pouvoir se couvrir ou se découvrir comme il faut. Ok. Donc ça, c'est le petit conseil plus. C'est un très bon conseil, je trouve, hein, pour pouvoir, on va dire, ajouter plusieurs destinations et des destinations différentes dans le même voyage. Oui. Ou même, du coup, une seule et même destination. Si c'est des destinations où on va avoir plusieurs climats dans le pays. Auxquels tu penses typiquement, là, je pense par exemple à la Guadeloupe, à la Réunion, enfin toutes ces îles et tous ces endroits où, du coup, on va avoir un climat différent sur les îles. Notamment donc quand c'est l'hiver là-bas, on peut avoir du coup des climats doux, avoir chaud quand on est dans les endroits plutôt plages, et quand on va dans les montagnes, ça va être plus froid, plus frais. Il faut prévoir en fait de quoi se couvrir sur les randonnées que vous faites. C'est des destinations, il va nous falloir en fait des deux, de quoi être à l'aise et moins couvert dans les endroits où c'est plutôt de la plage, et pouvoir en fait se couvrir quand on part à randonner dans les montagnes. Il y a plein d'endroits comme ça qui, typiquement le Pérou, on va voir si on est au niveau de la mer. Pour la plage, il va faire... De toute façon, sur YouTube, ils savent que mon stabilisateur, il fait des plans foireux tout le temps. Donc, c'est pas très grave. Est-ce qu'on se met de mauvais poils ou on se met pas de mauvais poils? On se met de mauvais poils. Le Pérou, donc, on disait... Oui, alors pour la 3e fois, je disais, du coup, le Pérou, c'est une destination comme plein d'autres, qui est mixte. On va avoir des climats différents en fonction de là où on se situe dans le pays. Si on est au niveau de la mer, au niveau de la plage, ce sera plus chaud à tempérer que si on est au niveau de la montagne. On a des climats qui sont plus froids, en tout cas la nuit, et des climats qui sont plus techniques, entre guillemets, puisque c'est des climats où on va avoir moins d'oxygène et on va avoir besoin de vêtements et de matériel pour pouvoir... de s'équiper correctement pour pouvoir en fait aller randonner et visiter le Machu Picchu par exemple, exemple classique. Oui, classique. C'est donc une destination où il faut pouvoir en fait s'équiper correctement et organiser correctement sa valise pour pouvoir tout prendre. C'est là où les organisateurs de bagages sont pratiques. Il faut privilégier aussi les équipements techniques qui sont plus petits. Donc notamment pour ce genre de destination, il y en a plein. Le Pérou, c'en est une. Les îles comme la Réunion, c'en est d'autres. Okay. Il y en a plein. Et c'est des choses à prendre en compte en fait avant de partir, tout simplement. Ok. Et en règle générale, est-ce que... après, c'est peut-être une moyenne. Hein. En plus, j'aime pas quand on me pose la question au niveau du secteur de mariage, mais c'est pas grave. Je vais faire ma fausse journaliste et je vais quand même te poser la question. En règle générale, quel est le budget qui est investi sur le voyage de noces? Je dirais entre 3 000 et 4 000 euros. D'accord. Sur, on va dire, un voyage moyen. Voyage moyen, c'est-à-dire combien de jours à peu près? 2 semaines dans une destination. Alors, 2 semaines dans une destination, on va dire, par exemple, on m'a déjà demandé le Japon, par exemple, ça se fait à ce tarif-là. Ça peut se faire sur, par exemple, Tanzanie, Zanzibar. 4 000 euros, ça peut être faisable, mais un peu moins quand même sur 10 jours. D'accord. Après, on va avoir des couples qui sont prêts à monter bien plus haut. On va être sur du 5-6 000 euros pour des destinations plus paradisiaques et plus loin. Tout ce qui est Hawaï, Tahiti. Forcément, plus on part loin et surtout à l'autre bout du monde par rapport à la France, plus les billets d'avion vont être chers et puis il faudra mettre un panier moyen haut. Je dirais la tranche minimum, on va être sur... Enfin, non,
tranche moyenne 3 000, 4 000 euros. Minimum, je pense qu'on est sur du 1 500, 1 200. Mais là, on reste du coup plus c'est des plus petits budgets et c'est plus en Europe. D'accord. Mais il y a tout autant à faire en fait dans ces destinations-là et à découvrir. C'est tout à fait faisable en Europe. Ok. Et très bien. Et du coup, en Europe, est-ce que pour le moment, donc là tout à l'heure, tu nous parlais d'un tour de l'Europe, mais quels sont les pays qui sont les plus sollicités pour l'instant, enfin selon toi, hein, c'est toujours pareil, selon ton expérience. En Europe, honnêtement, il n'y a pas un pays particulier qui est sollicité pour les voyages de noces. D'accord. Après, je sais qu'il y a beaucoup de pays, on va dire, qui sont sollicités au quotidien par les voyageurs classiques et qui du coup sont aussi par décalage des voyages de noces. Les destinations qui ont vent en poupe en ce moment, c'est quand même tout ce qui est Majorque. En Espagne, on va avoir Madère. On a la Grèce avec toutes les îles, les Cyclades, etc. On a Chypre. Ça, c'est plutôt pour les destinations qui sont, on va dire, soleil. Les destinations plus nordiques, randonnées. On va avoir les Dolomites en Italie qui sont très prisées. La Norvège qui est pas mal demandée. Et après, plus sur le côté historique, etc. Ou visite, on a Amsterdam aussi qui est pas mal. Amsterdam, cool. Il y a plein de destinations. En fait, l'Europe, ce qui est bien, c'est que c'est très vaste et très varié comme destination. Il y en a plein. Il n'y en a pas une en particulier qui ressort plus qu'une autre. Ça va vraiment en fait dépendre de ce que les gens veulent. Des profils aussi. Ça dépend des profils. Pour le coup, l'Europe, il n'y a pas vraiment de destination phare. Je dirais plutôt quand même la Grèce qui a beaucoup de vent en poupe. La Grèce et l'Italie, c'est deux pays. L'Italie, c'est quand même le pays de la romance. C'est quand même un pays qui est très prisé pour les amoureux. Oui, c'est vrai. Et l'Italie, ça ressemble quand même beaucoup. C'est le pays, voilà. D'accord. J'ai beaucoup de gens qui me disent, moi, je me vois partir en Italie qu'avec monsieur ou madame. Donc c'est quand même un pays qui ressort beaucoup pour en tout cas le côté romantique. Je pensais à la mode aussi pour l'Italie. Aussi. La mode, l'art, tout ce qui est l'histoire, c'est vraiment c'est vrai que c'est complet. Ok. Et Blandine, alors du coup, est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu comment, pour les personnes qui ne savent pas finalement, comment est-ce que c'est fichu un carnet de voyage? Qu'est-ce que tu mets? Quelles sont les informations que tu regroupes et que tu mets dans ton carnet? Bien sûr. Le carnet, du coup, il est dispatché en plusieurs parties. On va avoir donc toutes les parties déjà d'informations de base sur la destination. Les clients, forcément, ils choisissent une destination, il y a plein de choses à savoir dessus. Je commence toujours par du coup un petit tour de la destination, savoir le climat actuel, la période à laquelle ils vont partir, savoir la langue qui est parlée, la devise qui est aussi utilisée sur place si c'est pas l'Europe, en tout cas l'espace Schengen. On va avoir aussi toutes les informations administratives. Si tu pars par exemple dans un pays où il y a besoin d'un visa, besoin d'un passeport, besoin peut-être de papiers particuliers pour rentrer, notamment des autorisations d'entrée en territoire, tu vas avoir les vaccins. Donc tout ça, dans ma première partie de mon carnet, tout est détaillé pour que le client en fait ait plus besoin de faire de recherche par rapport à ça. Ok. On va avoir ensuite une partie sur le transport pour se rendre sur place, que ce soit du train, de la voiture. Il y en a qui veulent partir en voiture si c'est là en Europe. Donc train, avion, bateau, tout ce dont les clients ont besoin pour pouvoir se rendre sur leur destination. Généralement, ça va être de l'avion, mais je propose toujours des alternatives, notamment pour l'Europe. Il y a le Interrail qui existe, qui est vraiment bien pour pouvoir se déplacer autrement qu'en avion. C'est un moyen de transport qui est beaucoup utilisé? Ça commence. Ah ouais. Ça commence à être... il y a quand même beaucoup de politiques en Europe qui commencent à vouloir... réduire un petit peu. Réduire les émissions des avions et du coup à pouvoir proposer des alternatives moins chères. Le train, ça peut être cher, effectivement. Ouais. Et donc notamment le pass intérieur en fait, permet de pouvoir généraliser ses frais sur plusieurs pays. Et avoir une option moins chère pour voyager. C'est pas mal. On va avoir du coup la partie après logement. Que les clients puissent choisir le logement qu'ils veulent. Donc j'ai généralement une sélection de 2-3 logements différents. Forcément, si c'est du coup l'itinérance, il va y avoir plus de logements pour chaque escale. 2-3 sélections pour chaque escale. Ou du coup, si c'est du fixe, ça peut être 2-3 logements
tout court. Et après, les clients en fait choisissent forcément lequel ils préfèrent pour pouvoir réserver. D'accord. On a après une partie transport sur place, donc soit une voiture de location, soit un descriptif du transport sur place en transport en commun, bus, métro, etc., etc. Et comment ça se passe ? Tu leur fais plusieurs propositions ? Par exemple, tu parles de voiture de location. Est-ce que tu vas mettre différentes entreprises pour qu'ils puissent faire leur choix ? Comme le logement, comme l'avion, etc. En fait, la location de voiture, c'est à eux de choisir quel prestataire ils voudront prendre au final. Mais pareil, je fais une sélection, généralement 2 ou 3. Je compare les franchises, je compare tout ce qu'il y a à comparer pour en fait... Et tout apparaît alors dans le carnet, de voyage. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas une sélection que tu fais en imposant en fait finalement un prestataire. Ça va être un panel qui va être proposé et puis ok. Un panel de 2 à 3 choix à chaque fois. Oui, pour filtrer un petit peu quand même. Le but est de filtrer, de pas tout mettre en fait. Bah oui. Oui, sinon ça fait pas gagner de temps finalement. C'est ça, exactement. Moins quoi. Et surtout de mettre en fait en avant les informations clés qui leur permettra de faire les bons choix. Notamment pour les locations de voitures, il y a beaucoup de choses à prendre en compte pour pas se faire avoir. Ouais. C'est vrai. Et du coup, ça permet de pouvoir dégrossir. Tout simplement. Pareil pour les transports en commun, s'il y a des choses à savoir en particulier, les horaires, s'il y a les tarifs à respecter, s'il y a des passes aussi, il y a plein de choses en fait à prendre en compte et qui peuvent faire gagner de l'argent en fait aux clients tout simplement en le connaissant, notamment les passes pour les transports. Il y en a plein qui sont avantageux quand on est sur une ville en particulier et ça pareil c'est à chercher et en fait à donner aux clients comme information clé. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui apparaissent dans ce carnet de voyage ? Du coup, après, on continue sur les activités, sur ce qu'il y a à voir et à faire. Ça, franchement, c'est à la carte. Si les clients ils veulent plutôt faire de la détente, faire niente plage, je vais leur conseiller plein d'endroits comme plage, sympa à aller voir, à s'y poser. Ça va être pour tout ce qui est culturel, ce qu'il y a à faire, ce qu'il y a à voir en monument. Ça, c'est vraiment à la carte en fonction de ce que les clients veulent. Ça peut être 12 pages de descriptif à ce qu'il y a à voir si les gens veulent faire beaucoup de choses. Et encore que je conseille de se limiter parce qu'on ne peut pas tout faire dans un voyage, il faut quand même choisir. Et Blandine, est-ce que tu pourrais nous dire s'il y a des couples que tu as dû cadrer justement au niveau de leur choix de voyage peut-être ou je sais pas sur d'autres sujets bien précis Oui, bien sûr. Sur les activités, généralement, les gens ont tendance à vouloir prévoir beaucoup. Moi, ça m'est arrivé là récemment, en fait, un groupe de jeunes, du coup, c'était hors voyage de noces. Je organise aussi des voyages classiques. Ok. C'est bien de le dire. Ouais, un voyage classique aussi. Pour un groupe de jeunes qui partent au Maroc et ils ont prévu beaucoup d'activités, enfin ils veulent faire beaucoup d'activités, notamment montgolfière, la plongée, il y a beaucoup de choses qu'ils veulent faire. Je leur ai tout cherché, mais je leur ai dit quand même qu'ils avaient que 8 jours sur place. Donc il va falloir faire des choix, surtout qu'il y a certaines activités, elles sont pas forcément à proximité de là où ils logent. Donc oui, ça m'arrive, oui, bien sûr. Après, je peux pas, entre guillemets, leur interdire. S'ils ont quelque chose en tête, ils le feront. Je donne les informations clés, je leur donne les avertissements de attention. Et des fois, il y a de la route pour faire les activités. Prévoyez pas non plus un programme trop chargé, quitte à être un peu plus allégé en programme et à profiter un peu plus. Parce que si vous êtes forcément tout le temps à la course, ça peut aussi coiquer. Donc oui, bien sûr, ça arrive. Et puis c'est important quand même parce que c'est aussi ton avis en tant que professionnel. Donc je pense que au contraire, c'est déjà d'une part c'est bienveillant parce que c'est aussi pour qu'ils puissent profiter de leur séjour. Et la deuxième chose, je pense que c'est important aussi de alors quand je dis de cadrer, le mot fait peut-être un petit peu sévère, mais en tout cas leur mettre un petit peu la puce à l'oreille de façon à ce que justement ce ne soit pas un sujet qui te soit reproché aussi après, tout simplement. Puisque je pense que quand même quand on passe par ton service, c'est aussi ce qu'on attend. Idem pour moi dans mon métier. D'être guidé en fait. Exactement. Donc je pense que c'est important aussi de cadrer. Ok.
Très bien. Donc, on parlait de le carnet d'adresses, donc les activités, et ensuite, vas-y, dis-nous il y a une partie restaurant, bar, enfin tout ce qu'il y a à faire par rapport au culinaire, gastronomie. Très important. Ça, c'est vraiment très important. Donc, soit je cherche des restaurants qui sont généralement bien notés, et je me fixe par rapport aux avis. Je vais chercher aussi des endroits pour aller boire un verre un peu sympa. Et je leur propose. Après, les clients, libres à eux de se baser dessus ou pas. Il y a beaucoup de clients qui aiment bien aussi faire un peu au feeling pour ça. Mais voilà, il y a une petite partie qui est consacrée à ça. Et donc la dernière partie de mon carnet, ça va être une partie souvenirs où tout simplement, en fait, je dispatche, moi c'est des Polaroids que je mets qui sont vides et que les clients en fait peuvent après remplir avec leurs propres photos de voyage. Je leur laisse des espaces pour mettre des petits commentaires. Et en fait, il y a une partie qu'après, tout simplement, ils peuvent imprimer et se garder en souvenir. Ok, donc là, l'idée, justement, c'est ce que j'allais dire, c'est aussi de se mettre en tête que son carnet de voyage, on le reçoit donc sur format PDF, si j'ai bien Oui, alors si PDF ou du coup en format papier pour les clients qui le souhaitent en supplément, bien sûr. Ok, d'accord, mais les deux sont possibles. Oui, bien sûr. Du coup, de base, dans tous les cas, le PDF est envoyé, que la version papier ou pas soit demandée, puisque c'est quand même une version qui est plus simple pour les clients à utiliser à l'instant T pendant le voyage. Et du coup, en supplément, on a effectivement une version papier que les clients peuvent demander, que je fais imprimer et qui reçoivent du coup par la poste ou tout autre moyen d'acheminement d'ailleurs. Et après, sinon, les clients peuvent aussi très bien l'imprimer d'eux-mêmes pour pouvoir le compléter à la fin. Ça, pour le coup... Oui, après, je pense que ça dépend en fait du degré de souvenir qu'on a envie de garder du voyage. En tout cas, pour les personnes... moi, j'en suis sensible à ce sujet-là parce que je trouve que de pouvoir garder quelque part quelque chose de physique aussi, même dans les préparations, souvent c'est marrant parce que c'est ce que je dis aussi à mes clients quand je leur rends un mood board, je leur disais vous verrez ce mood board, vous pourrez le garder en souvenir en fait. Oui, c'est bête, mais c'est aussi se rappeler les mood boards de décoration des étapes en fait. Mariage, voilà, exactement. Ça fait partie, je trouve que c'est un peu dans le même état d'esprit en tout cas. Et puis j'aime bien l'idée de pouvoir lui ajouter à ce carnet de voyage sa propre patte aussi à la fin. Donc c'est une façon de se l'approprier, je trouve ça sympa. Surtout que le carnet il a plein de photos à l'intérieur, donc c'est aussi une manière de se remémorer son voyage a posteriori, tout simplement. Oui. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui te viennent en tête, de détails que tu... Moi, je pense que c'est déjà un joli tour d'horizon. Ouais, c'est un joli tour d'horizon. C'est intéressant de pouvoir décrire tout ça puisque c'est pas anodin si je te reçois aujourd'hui. C'est parce que bien entendu, tu sais que moi j'accompagne les futurs mariés en destination mariage avec ma destination de cœur et de prédilection qui est l'Andalousie avec Séville et alentour, mais principalement quand même principalement Séville. Et en te rencontrant, déjà il y avait je pense un coup de cœur professionnel, mais ça c'est important du moins pour ma part. Et j'ai eu envie de pouvoir proposer justement ce service-là, cette offre-là chez MyEvent aussi. Donc dans mon agence. Donc là aujourd'hui, cette petite causerie, c'est aussi ma façon de dire bienvenue à Blandine pour cette partie voyage de noces que je suis en train d'ouvrir officiellement chez MyEvent by Jenny avec du coup une référente officielle parce que je ne suis pas encore devenue un poulpe avec plein de bras, même si je fais plein de choses. J'avais besoin d'avoir une personne de confiance pour pouvoir confier cette prestation-là. Donc je suis ravie de l'avoir trouvée et surtout on va pouvoir peut-être expliquer qu'est-ce qui attend les mariés du coup qui vont souhaiter faire leur voyage de noces à Séville. Donc peut-être que je peux te laisser un petit peu expliquer comment on a commencé à penser à créer en fait ce carnet de voyage qu'on va pouvoir retrouver, qui sera bien entendu disponible sur une version
on va dire, déjà préétabli, mais en sur-mesure aussi, puisque voilà, chez Mayotte, on adore travailler sur mesure, et toi aussi. donc voilà, mais je vais te laisser en dire un petit peu plus, du coup. Du coup, donc, l'objectif est de faire, en premier lieu, on a dit un carnet de voyage que tout le monde pourrait avoir accessible, en fait, directement en autonomie sur ton site. C'est un carnet du coup qui serait appelé e-book, donc je pense que tout le monde a à peu près la notion du e-book. C'est un carnet que vous achetez directement et vous recevez le carnet directement en autonomie sans forcément passer par l'une de nous pour pouvoir l'acquérir. C'est un carnet, donc comme on vient de le décrire, qui aura donc toutes les étapes du carnet de voyage classique qu'on a abordé il y a 5 minutes. Donc voilà, le logement, le transport pour aller sur place, sachant que forcément du coup vu que c'est un e-book, pour y aller sur place, ce sera par rapport à des aéroports de France et que ce ne sera pas forcément du sur-mesure. Là, du coup, effectivement, il faudra plutôt prendre l'option sur-mesure directement. Voilà, donc c'est un carnet qui, en fait, regroupera tous les principaux essentiels sur Séville, que ce soit les informations à avoir, les informations à connaître, les tips, les bons endroits pour aller, pour loger. Tout ce qu'il va avoir à faire sur place, donc par rapport au culturel, par rapport à tout ce qui est les fêtes locales. C'est là où moi j'interviens aussi. Quand je dis j'interviens, c'est je viens travailler en collaboration justement avec toi sur ce sujet-là, puisque bien entendu, déjà à la base... quand j'accompagne mes futurs mariés à Séville, c'est aussi parce que j'ai une bonne connaissance du secteur, mais surtout de la vie locale, puisque j'y ai vécu. Donc c'est aussi intéressant de pouvoir, je pense... et puis de pouvoir ajouter cette note justement où... dans ce carnet ce carnet de voyage, on va dire qui ne sera pas... que en fait du touristique. C'est mon idée, c'était vraiment, et je pense qu'on était dans le même état d'esprit là-dessus, c'était de pouvoir faire vraiment découvrir aussi la vie locale à Séville-Centre, mais aussi avec ce qui se passe à côté. Exactement. Oui. Puis tout ce qui est culinaire aussi, pour avoir les bonnes adresses, etc. Donc ça, c'est une première partie de notre collaboration. Après, il y aura forcément une partie en sur-mesure pour les clients qui le souhaitent. On a peut-être aussi d'autres projets d'e-book à venir plus globaux, globaux. Je sais pas. Vous nous direz en commentaire. Globaux, je crois. Merci. Globaux. Merci pour l'aide. Sur l'Andalousie, du coup. Puis après, on va avoir à voir, mais du coup, un poil pour s'ouvrir aussi donc le voyage de noces en général. Après, pour toute destination, ça viendra au fur et à mesure. Mais le but est qu'on se fixe d'abord sur Séville et après, on verra pour la suite. Oui, voilà, exactement. Mais je pense que voilà, tout se fait petit à petit, comme on dit. Exactement. Mais là, l'idée, c'était vraiment de pouvoir déjà découvrir aussi ton métier de travel planner. C'est un projet qu'on va mettre en place au fur et à mesure. Tout sortira pas d'un seul coup, mais le but, c'est pour l'instant de se baser, se focus sur Séville et après on verra pour le reste dans un second temps. Exactement, oui, c'est vrai que c'est petit à petit que cette prestation va voir le jour entre 2025, la fin 2025-2026. Donc dans l'idée, c'était vraiment pour moi une façon de pouvoir faire découvrir aussi Séville. Tu sais que c'est une destination qui me tient à cœur. Déjà parce que j'y emmène mes futurs mariés pour se marier, mais là je pense que justement cette découverte-là, j'avais envie de pouvoir en faire profiter aussi différemment. Donc tu es apparue à ce moment-là, Blandine, donc je pense que ce carnet de voyage, en tout cas, ou cette organisation sur mesure à Séville, en tout cas, a tout son sens ici chez My Even by Jenny. Donc, je suis ravie de pouvoir la proposer dès maintenant. Donc, on va commencer forcément à en parler un petit peu plus. Vous allez voir toutes ces nouveautés pour ceux qui ne nous suivent pas d'ailleurs sur notre Instagram, bien entendu, sur notre site web où on va commencer à alimenter également de ce côté-là. Et puis, peut-être, pourquoi pas, je m'étais dit, d'autres supports, peut-être... pourquoi pas quelques lives aussi pour pouvoir expliquer un petit peu cette prestation-là. Et puis voilà,
Je crois qu'on a tout dit. Tour, je finis cette causerie doucement mais sûrement sans voix. Je crois que je suis en train de rester à faune. Ouais. Ça commence. C'était toujours un plaisir pour moi de l'organiser. Je suis ravie de t'avoir reçue, Blandine, et d'avoir pu faire découvrir ton métier de travel planner, parce que je pense que c'est une activité qui n'est pas encore bien connue. Ouais, effectivement, ça commence. Ça commence. Bon, on va en parler d'autant plus alors. En tout cas, je te souhaite plein de belles aventures. Et avant de terminer, il y a un truc quand même que je voulais faire, tant que mon téléphone a décrété qu'on était toujours OK. Est-ce que tu as, toi, une destination préférée ? Parce que moi, la mienne, c'est Séville, forcément. Mais oui. La tienne ? Peu connue, mais elle commence à monter. Je suis tombée amoureuse de l'Écosse. OK, l'Écosse. Ouais. Édimbourg, l'Écosse, j'y suis allée l'année dernière pendant 10 jours avec ma meilleure amie, et j'ai qu'une hâte, c'est qu'on y retourne. On a prévu de repartir quand elle aura fini ses études, et je suis tombée amoureuse du pays. D'accord. Donc l'Écosse, je vous conseille, c'est incroyable. Autant pour la culture que pour les locaux qui sont sur place. Les gens sont adorables. Édimbourg, c'est une ville magnifique avec plein de choses à faire. Franchement, c'est super. OK. Donc moi j'adore. Bon génial. Bon vous voyez déjà comment on arrive à aussi se faire conseiller des destinations, c'est en testant. C'est ça, exactement. Donc tester, approuver. Dernière chose, est-ce que tu penses que j'aimerais bien, d'habitude dans mes causeries, je partage toujours un petit peu le support, alors soit quelques photos si c'est un photographe par exemple, en fonction de l'activité. Est-ce que tu penses que tu pourrais me faire passer peut-être quelques petites photos ou des petits détails de carnet de voyage que tu as déjà réalisé, pour pouvoir peut-être alimenter un petit peu, montrer ce que ça donne aussi visuellement, esthétiquement parlant, de pouvoir poser une image dessus. Super, on partagera ça en tout cas avec plaisir. Vous pouvez bien entendu retrouver Blandine sur ses réseaux sociaux que je partagerai avec plaisir, mais je vous le dis quand même, vous pourrez également le retrouver, son travail avec la destination Séville chez My Haven by Jenny. Donc n'hésitez pas à aller farfouiller un petit peu. Comme d'habitude, je vais décrire tout ça dans notre légende. Et puis j'espère que cette vidéo sera partagée. On la partagera également sur Instagram. Donc en tout cas, ce sera un bon moyen de faire connaître justement encore plus ce métier de travel planner. Je te dis à très vite, Blandine. Merci pour ton temps, ton énergie. Et on vous a pas montré, mais vu qu'on parlait de Séville en même temps, on a profité pour faire une petite dégustation. Donc petit clin d'œil à toutes les personnes, aux personnes qui m'ont fait goûter ce petit bonheur en tout cas. Donc voilà, on finit sur une bonne touche. À très vite les amis. À très vite. Et c'est tout pour le moment. C'est bon. Merci Blandine d'avoir co-animé cette causerie pour présenter ton travail et notre nouvelle aventure en tant que honeymoon planner. Découvrez l'univers et le quotidien de Boldy's Way sur ses réseaux sociaux et notre carnet de honeymoon spécial Séville en exclusivité sur le site My Haven by Jenny qui va arriver très vite. J'espère de tout cœur que cette causerie vous a plu. Comme toujours, vos commentaires bienveillants seront les bienvenus pour faire évoluer mon contenu. Vous êtes futur marié et vous souhaitez découvrir mon travail? Retrouvez toutes les infos en description. Vous avez apprécié cette causerie et vous vous intéressez aux métiers qui entourent l'univers du mariage de près et de loin. Vous aimez les parcours inspirants? Alors likez la vidéo, ça me fera énormément plaisir. Abonnez-vous et activez la cloche notification pour être averti de la sortie de la prochaine causerie. Vous avez envie de partager votre expérience du milieu événementiel du secteur du mariage en tant que pro? N'hésitez pas à me contacter par mail pour organiser notre causerie. Merci et à très bientôt!